quotidien, de diligence, de présence et de conscience. C'est un petit peu le quatrième précepte, Gyoho Hageme, qui est vraiment, voilà, tout ce que je vais le faire avec application, avec présence d'esprit, présence de conscience. Voilà. C'est ce qu'on appelle le Zanshin, la conscience du geste, dont je parlais hier. Et la première chose qu'ils font, alors ils sont comme tout le monde, ils doivent se lever pour les travailler, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps, mais ils essayent quand même de s'accorder quelques minutes pour accomplir ce petit protocole. Première chose qu'ils font, et on va le faire ensemble, c'est une petite méditation gacho. Alors eux, ils peuvent rester, selon le temps dont ils disposent, 10-15 minutes. La consigne, ce serait de faire au moins 15 minutes de gacho matin et soir. Alors, on fait ce qu'on peut. Nous, on ne va peut-être pas le faire 15 minutes, mais je vous invite, avec moi, à poser vos mains, porter vos mains dans la posture du gacho, comme vraiment une méditation. C'est une pratique en tant que telle, et puis c'est de rentrer vraiment dans l'expérience du geste. Et de laisser faire, vraiment, quoi qu'il advienne, on est présent à ce qui est, à ce qui s'invite. Même si ça n'a pas la forme, ça peut être considéré comme une pratique de Reiki. On est Reiki pendant tout ce temps où on est dans la posture du gacho. Comme si on était, c'est comme une mise en réception de ce courant guérisseur, cette énergie de vie fondamentale qui s'invite à travers nous et nous recharge, tant physiquement que spirituellement. Souvenez-vous qu'il y a certaines écoles de Reiki au Japon, comme celle de Keiji Tomita, qui proposaient de faire des pratiques de minimum 45 minutes à ses élèves pour vraiment générer le chi, le ki, pour ouvrir les capacités. Et on n'était pas encore à ce niveau-là autorisé à toucher une tierce personne. On ne s'accordait que des traitements à soi-même. On pratiquait régulièrement gacho. Et il s'inspirait ensuite des 5 préceptes, comme un guide de vie et des poèmes de l'empereur Meiji, comme étant considérés comme une nourriture pour l'esprit. Et quand la personne progressait, le maître testait les mains de l'étudiant et lui disait à quel moment il pouvait commencer à partager des séances. Alors ils sont comme tout le monde, ils doivent aussi aller travailler, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps. Donc ils vont, et je vous invite à le faire, se demander intérieurement, là, dans ma condition présente, alors là on sort de toute idée de protocole, de position, d'ordre, etc. Est-ce qu'il y aurait une partie de mon corps qui souhaiterait bénéficier de cet apport d'énergie, qui aimerait recevoir le confort de mes mains? Ne réfléchissez pas. Qu'est-ce qui viendrait spontanément à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que votre corps exprime comme demande? Quelle que soit la position, vous l'adoptez. Oubliez même le fait que vous avez mal à un endroit parce que les mains peuvent s'inviter ailleurs. Ça ne passe pas par la tête. Demandez intérieurement, est-ce qu'il y a une partie spécifique où apporter, donner un soin au niveau de mon corps? Et vous suivez l'appel énergétique. Suivez l'énergie.
Même si c'est un endroit auquel, conventionnellement, on n'aurait peut-être pas pensé. Hein. Ce n'est pas un endroit qui se décide avec la tête. On l'appelle du corps. Descendez dans votre ventre, regardez, demandez, posez la question, qu'est-ce qui est requis pour moi, là, aujourd'hui, en cet instant? Peut-être que demain, ça sera différent. Et vous venez placer les mains sur la partie qui a été indiquée. Et un moyen de vérifier d'ailleurs si cette partie est bonne et juste, c'est qu'il va se produire un appel significatif d'énergie. Alors avec tout ce qu'on a évoqué hier, hein, des fourmillements, des picotements, des vibrations, irradiations, des températures spécifiques, bref, une information qui confirme que là, il se passe bien quelque chose. C'est pas neutre. Il n'y a pas rien. Alors, c'est vrai pour les personnes qui sont peut-être aussi plus sensibles à ces phénomènes énergétiques. Pour d'autres, ça peut être juste une impression intérieure, quelque chose qui vous dit, qui se dit à l'intérieur de vous, ben oui, là je sais, je le sens, je le sais, par intuition, par ressenti direct, que c'est le bon emplacement. Je ne me pose pas de questions. Et une fois l'emplacement trouvé, eh bien, il faudrait laisser les mains jusqu'à ce qu'on sente que la sensation de déséquilibre ou de cet appel d'énergie, finalement, finisse par disparaître. Donc peut-être que dans ce temps de traitement, vous ne feriez peut-être plus 2, voire 3 positions. Mais ça sera pour vous, ce jour-là, les 3 positions fondamentales. Là, on sort aussi d'une idée, d'un ordre, d'un protocole, de position à respecter. Là, c'est ce qui est juste pour vous dans l'instant. C'est vraiment le soin de l'instant. Et privilégiez aussi parfois cette façon de faire. Proposer un exercice périlleux. Admettons que la zone ait reçu maintenant la totalité d'énergie dont elle avait besoin. C'est peut-être pas le cas, mais admettons. Eh bien, reposez-vous maintenant la question. Là, est-ce qu'il y aurait de nouveau une position sur moi qui serait le plus requis possible? Là, j'en ai une qui vient tout de suite. Là, j'ai une info qui me dit les temps. Moi, pourquoi les temps? Je ne cherche pas à savoir. Je ne fais pas de politique. Moi, j'ai une info qui me dit les temps. Pose tes mains ici. C'est du bien. Donc restez à l'écoute de votre corps. Demandez-lui, demandez, corps, de quoi as-tu besoin maintenant? Dialoguez, hein. Posez des questions. Le seul risque que vous avez en posant des questions, c'est d'obtenir des réponses. Il y a une partie de vous qui sait ce qu'elle a besoin. Donc c'est, on pourrait dire, un soin qui est très instinctif. Il est très viscéral. On ne suit pas une règle imposée. C'est une mise en résonance avec son besoin de l'instant. On n'est pas dans l'analyse. Et c'est intéressant, en fonctionnant comme ça, de se rendre compte que parfois on ne met pas forcément les mains, ça peut, mais on ne met pas forcément les mains là où il y aurait un problème apparent. Ce serait un peu comme un ostéopathe qui dirait je vous soigne le cou parce que vous avez le bassin déplacé. Et donc forcément, c'est pas en mettant la main sur le cou que ça va arranger. On peut apaiser l'inflammation, mais par contre, en remettant le bassin en place, le problème de cou va s'arranger. Et là, l'énergie, elle a sa propre intelligence.
qu'elle coopère avec l'intelligence du corps. Et parfois les mains, contre toute attente, vont venir se placer à des endroits auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Ça, c'est intéressant. Et peut-être que vos mains vont jouer comme ça, elles vont se déplacer, elles vont venir à plusieurs endroits, elles vont comme un espèce de voyage que vous allez effectuer durant le temps dont vous disposez. Et dans l'enseignement du Reiki, on considère que ces déséquilibres qu'on ressent, qu'on perçoit, ces appels significatifs d'énergie, ont bien souvent pour origine tout un lot d'émotions perturbatrices, d'émotions destructrices, ou encore peut-être une attitude de vie incorrecte qui font que ça génère des déséquilibres qui prennent forme physiquement au niveau du corps. Alors bien sûr, idéalement, il faudrait ne plus recréer ces nouvelles attitudes, ces nouvelles habitudes. Alors dans l'enseignement traditionnel japonais du Reiki, Usui a proposé un modèle de pensée, un modèle de vie qu'on pourrait adopter, qu'on pourrait suivre. Et c'est devenu finalement comme la marque de fabrique du Reiki. Et ça s'appelle les Gokai, ou les 5 principes, ou les 5 préceptes. Alors on n'est pas dans une culture forcément religieuse, on n'est pas non plus japonais. Moi j'ai vu les Japonais se mettre vraiment au garde à vous quand Hiroshido a commencé à chanter les préceptes du Reiki. C'était fait de façon très protocolaire, solennelle. Mais j'ai trouvé, vraiment mais comme une intuition, ça m'est venu mais comme une évidence, qu'il y avait un lien possible entre les 5 préceptes du Reiki et ce qu'on appelle les 5 organes trésors correspondant aux 5 loges énergétiques de l'énergétique chinoise. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors le premier précepte, on commence par une ligne qui dit « juste pour aujourd'hui », juste Kyodakewa. Juste pour aujourd'hui, ça veut dire en fait on ramène sa conscience dans le moment présent, là, ici et maintenant. Et juste pour aujourd'hui, ça veut dire que si je prends un engagement, je le prends aujourd'hui. C'est plus facile à gérer que de décider, par exemple, de prendre un vœu pour toute la vie. Parce que si je ne peux pas honorer ce vœu, peut-être que je vais être frustré si je n'ai pas pu le suivre. Alors que si, là, je vais faire mon possible, je vais tendre vers le fait d'honorer ce précepte pour aujourd'hui. Et puis, ma foi, si j'ai fauté, il n'y a pas de culpabilité, parce que demain, je redirai à nouveau, juste pour aujourd'hui, je fais ce que je peux, je tends vers. Voilà. Comme on dit en PNL, comment on mange un éléphant, un petit morceau à la fois. Vous ne pouvez pas manger un éléphant en entier. Donc, juste pour aujourd'hui, je tends mon possible pour honorer ces différents préceptes. Sauf que là, je vais vous le proposer physiquement. Le premier précepte, alors en japonais, c'est Kyo Dakewa, c'est juste pour aujourd'hui. Ikaruna ou Okuruna, c'est ne pas se mettre en colère. Moi, ça me parle parce que j'ai eu un père qui est très colérique et j'avais modélisé ce tempérament et j'ai eu toute une enfance, une adolescence, un début de jeune vie adulte où j'étais très irritable. Et donc, de ce fait, j'avais constamment des problèmes de foie véhiculiers. J'avais la fameuse crise de foie permanente. Moi, je voudrais vous inviter à placer vos mains sur la partie droite de votre abdomen. Foie VB, foie vésicule biliaire. Et là, on va traiter tout ce qui est colère, irritabilité, frustration, agressivité. Et ce n'est pas le foie physique, parce que je me souviens quand j'allais voir notamment une acupunctrice, elle me disait, moi, votre foie, il va très bien. On avait fait des analyses, on avait fait une échographie, on regardait le poids, le volume, la dimension, la taille. Il me dit, votre foie, il va très bien. Il dit, c'est le foie émotionnel. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais quelqu'un qui a un foie faible, c'est quelqu'un qui aura des tendances à l'irritabilité. Il n'a pas forcément un caractère irritable, mais ce foie faible va générer chez lui ce type de tempérament. Et l'inverse est aussi vrai. Quelqu'un qui se met beaucoup en colère, qui a un psychisme, un terrain d'irritabilité, va déséquilibrer l'organe du foie et de la vésicule biliaire. Donc, ça peut aller dans les deux sens. Alors vous regardez, qu'est-ce que ça fait quand je mets les mains sur la partie droite de mon abdomen? C'est un constat, il n'y a pas de jugement par rapport à soi.
Là, je prends en charge mes colères, mes frustrations. Ça peut être de l'énervement, ça peut être de l'agacement, ça peut être, c'est pas grand-chose, mais c'est là quand même, quoi. On monte vite. Et on ne nie pas, on ne refoule pas l'émotion de colère. C'est juste une énergie. Et on devient un espace d'accueil pour ces énergies. Qui peut-être que jusqu'à maintenant ont été un petit peu refoulées, mises de côté, elles n'ont pas été regardées. Donc là, je me fais du bien. Peut-être que je ne suis plus obligé maintenant de porter cette tendance. Peut-être que là, je regarde maintenant mes frustrations. De quoi ça me parle? C'est une sous-partie qui est là, qui est peut-être une partie blessée. Eh bien, je vais en prendre soin. Voilà, je l'accompagne, je lui donne toute cette bienveillance, cet amour, ce regard, cet accueil. C'est peut-être le petit enfant, la petite fille, le petit garçon en moi, qui a peut-être manqué de quelque chose. Et lui, il a le droit d'être frustré, lui, il a le droit d'être en colère. C'est un enfant qu'on a maltraité, il a le droit d'être en colère. Moi, je ne vais pas lui supprimer sa colère, mais je vais lui donner maintenant tout ce qu'il est en droit de recevoir. Et ça va l'apaiser. Et peut-être qu'après, il n'aura plus besoin de se mettre en colère. Il n'aura plus besoin d'exprimer ça. Le deuxième précepte, alors en japonais, c'est Shinpai Suna. On le traduit par « ne te fais pas de sushi ». Ne t'inquiète pas. Donc ça, c'est rate pancréas en médecine chinoise. Donc je vous invite à déplacer les mains sur la partie gauche de votre abdomen. Mais là, les préceptes, moi, je les rends vivants cette fois. J'en fais quelque chose de concret. C'est pas juste un truc que je répète dans ma tête. Ne te mets pas en colère, c'est pas bien la colère. Oui, d'accord, attends, c'est bon, je sors déjà d'un truc judéo-chrétien où j'ai été jugé, blâmé, critiqué, et là on m'a remis encore une couche. Non, je suis désolé, moi ça j'ai pas envie. Par contre, regardez, observez l'origine, l'émotion, l'énergie de la colère ou de l'inquiétude, ça c'est différent. Là j'en fais quelque chose. Vous savez, c'est une émotion, étymologiquement, émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Mouvement. Laissez-lui son mouvement. Mais c'est ni exprimé, ni réprimé. C'est regarder dans son essence. Alors, qu'est-ce que c'est là, le rat de pancréas? Vous savez, c'est le fait de ruminer, de ressasser, des pensées discursives, répétitives. Oh, il m'a fait ça et j'aurais dû répondre comme ça, et la prochaine fois quand je le verrai. Ou alors c'est une sorte de projection négative. Oui, mais s'il va se passer ça, mais qu'est-ce qui va devenir de mon entreprise si je dois, etc. Plus pouvoir payer mes fournisseurs, si je dois mettre au chômage mes employés. Et la personne est tout le temps dans cette projection-là, et elle rumine le truc tout le temps. On se met la rate au courbouillon, c'est ça qu'on dit? Voilà. La rumination, la cogitation, l'anticipation négative, voilà, le fait de ressasser tout le temps le même truc. Vous savez, peut-être que vous n'êtes pas comme ça, mais moi j'ai connu des personnes, elles sont tout le temps en train de vous parler de la même chose tout le temps, et on sent que ça tourne en boucle, c'est un mini-trauma, un mini-stress post-traumatique, et c'est là, et ça tourne. Elles ont besoin, voilà, elles existent à travers ça. Alors ça leur doit peut-être aussi inexistant, on leur enlève leurs problèmes, elles n'ont plus rien, donc forcément. Mais elles ont besoin en tout cas de le ressasser, de le ruminer, de l'exprimer, etc. Alors c'est différent de la colère, c'est autre chose, c'est différent de la frustration, c'est un autre tempérament. Alors là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous vous connaissez mieux que quiconque. Donc peut-être que dans ce que je vous dis, il y a des choses qui parlent, il y a des choses qui ne vous parlent pas, mais là, l'énergie ne vous trompe pas. Ça peut pas avoir d'incidence à droite, et là, d'un seul coup, quand je mets la main sur le rat de pancréas, d'un seul coup, j'ai le feu dans les mains. Bon, pas de jugement, prenez juste acte. Ok, et ben je traite cette tendance que j'ai à la cogitation, la rumination, la pensée discursive, etc. Pas de jugement, maintenant j'ai le moyen, je fais ce qu'il faut, j'ai le moyen habile. Et je traite cette sous-partie de moi. Parce qu'on est composé de sous-personnalités.
Et peut-être que c'est plus cette personnalité-là qui va prendre le pouvoir, contrôler les autres et se mettre en avant. Peut-être que les autres, elles ont aussi à dire, écoute, on t'a assez entendu maintenant, tu peux t'apaiser, tu peux te calmer, quoi. Regarde, t'es pas toute seule. On est là aussi. Alors, du coup, cette part blessée qui avait été refoulée, ennuyée, pas aimée, ah ben oui, maintenant, elle a entendu, elle a entendu. Donc du coup, elle s'appelle. Comme un enfant, on lui donne de l'attention, il fait du bruit, il s'agite, il chouine, etc. Et puis quand on lui donne l'attention qu'il réclame, hein, tout c'était plus ou moins parent, hein, si ce n'est enfant, et quand on nous donne l'attention, et la part adulte de l'enfant intérieur qui est toujours là, quand on lui donne l'attention, elle va s'apaiser aussi, c'est ok. Mon chéri, inquiète pas. Voilà. On peut se le dire à soi-même, hein, inquiète pas mon chéri, ma chérie, mon chéri. Kyodakewa, Eikaruna, Shinpasuna, Kanchashite. Kanchashite, c'est la gratitude. Le fait d'exprimer la gratitude. Ça, c'est poumon. Donc, je vous invite à placer les mains sur vos poumons. Et l'émotion perturbatrice dominante de la loge poumon, c'est la tristesse, la mélancolie, la neurasthénie, une petite déprime. Mais bon, on a tous été à un moment donné un peu chargés, plombés par... on a été abandonné, ou on a perdu un être cher, ou une situation a été, voilà, un deuil à faire. Ça peut être une situation, une perte de travail, une rupture, voilà, peu importe. On ne va pas enfoncer du clou, on est tous passés, je crois, par là. C'est ma part blessée, peut-être, tout simplement. Ça fait référence à ça. Donc il y a une empreinte, il y a une mémoire. Donc là, on est en train de s'en occuper. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Que de l'accueil, que de l'amour vis-à-vis de soi, que de la bonté, de la bienveillance. Donc, tristesse, mélancolie, parfois c'est la nostalgie de certaines choses qui n'ont peut-être pas pu être vécues, une sorte d'abattement aussi. Bon, les personnes sont un petit peu abattement, cafard. Et ça va nous permettre maintenant, parce que les gens ils sont vraiment plombés dans la tristesse. Hein. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais il y en a, il n'y a rien à faire, ils n'arrivent pas à en sortir. Là, au moins, vous allez pouvoir respirer la vie à plein poumon. Et je ne juge pas le fait qu'il y ait eu des traumas, des situations difficiles. Je propose juste avec le Reiki un moyen pour pouvoir, alors déjà, s'accompagner nous, mais encore une fois, Reiki bien ordonné commence par soi-même, hein, lève-toi, le Reiki d'aidera. Ce que vous faites pour vous, c'est ce que vous allez être capable de pouvoir faire pour les autres. Alors quand on dit, oh Patrice Gros, n'insiste pas beaucoup sur l'autotraitement, ben pétard, je ne sais pas ce qu'il vous faut. C'est pas de l'autotraitement, ça, c'est pas la prise en charge fondamentale de ces 5 organes trésors, de ces 5 loges, des 5 émotions prédominantes, mais je comprends mieux les préceptes maintenant. Je me souviens un jour dans une retraite tibétaine, il y avait une japonaise. C'est très très rare d'avoir des japonais qui pratiquent le bouddhisme tibétain. Trop bien, trop bien. Donc on était sous des tentes, et je lui dis, je vais lui déclamer les 5 préceptes du Reiki en japonais, dont je les avais appris. Et un soir, de pleine lune, à la tombée de la nuit, je m'approche de sa tente, un bouquet de fleurs à la main. Je m'agenouille devant le zip de la tente, je sonne à la fermeture éclair. Et je vois une toute petite souris qui sort, Misako. Misako. Et je lui dis, Yo dakewa, eikaruna, jinpai suna, kancha shite, gyo hageme, shito ni shinsetsu ni. Et là, je vois Misako qui se joint les mangas chauds devant son cœur, puis une petite larme qui coule, c'est mignon sur ses joues, et qui s'exclame et qui me regarde et qui me dit, qu'est-ce que c'est beau le tibétain. Moi je lui dis, mais c'est pas du tibétain, c'est du japonais. Mais, ah non, on a tout repris. C'était pas complètement faux. C'était juste que les accents n'étaient pas au bon endroit. Donc je ne vais plus jamais réciter des préceptes devant un japonais. Plus jamais. Cassé. Travail de nice. Cassé. Gyo hageme. Gyo hageme. Accomplis ton devoir avec diligence. Ça peut être aussi travail sur toi-même, travail dur sur toi-même. Moi, je ne dis plus maintenant, quand on est en thérapie, vous savez, oh,
Je travaille sur moi en ce moment. Parce que le mot travail, il semblerait qu'une des origines possibles, c'est tripalium, donc c'est un instrument de torture. Donc si vous mettez la croyance qu'une thérapie, c'est quelque chose de difficile, il faudrait bien que vous validiez cette croyance. Donc vous allez rentrer en thérapie, et alors, chaque fois que vous allez sortir de votre séance, vous allez voir la personne, et elle va vous dire « Oh, putain, ça dégomme. Hein, ça... » Moi, j'allais en thérapie, mais c'était le kiff. Hein. J'ai fait des déprogrammations de l'EMDR, mais je prenais un pied. Et là, ils ne comprenaient pas. Je me dis, mais t'as l'air tellement heureux d'y aller, t'es encore plus pété quand tu en sors. Je dis, mais moi, c'est une joie d'être en thérapie. Mais c'est un bonheur. C'est pas un travail. Parce que si vous êtes en disant, je fais un travail sur moi, oui, il y a la croyance que ça va être douloureux. Mais il faut arrêter avec ces croyances inconscientes, hein, des croyances cachées, qui conditionnent notre expérience. On crée sa réalité à partir de ses points de vue, de ses croyances, de ses jugements, de ses considérations. On crée sa réalité, donc il faut bien le valider après. C'est des injonctions inconscientes qu'on se donne. Alors on en a hérité de sa famille, et nous, on s'en rajoute en plus une petite pelletée. Voilà, ben notre vie est le reflet de ce qu'on met en place. Donc, donc là, vous allez placer vos mains sur vos lombaires. C'est quel point? C'est fait de ton mieux, c'est quoi le précepte, comment tu l'as dit tout à l'heure. Yo. C'est fait de ton mieux? Non mais en français. En français, pardon. Accomplis ton devoir avec diligence. Voilà. L'émotion prédominante des reins, de l'organe rein, c'est la peur. Ne pas oser, le manque de confiance, l'insécurité, la timidité, être timoré, ne pas s'affirmer. Ou l'inverse, quand c'est en excès, là c'est quand c'est en excès, ça devient le dominateur, le pervers narcissique, celui qui veut contrôler tout le monde, le dirigeant mais implacable. Donc voilà, ça là vous traitez vraiment, vous savez des personnes, c'est très... On a parlé d'insécurité hier, hein, je ne sais plus qui, on a parlé d'insécurité, voilà, de ne pas oser... Là tu remontes l'énergie du rein. Femme guerrière, qui est en toi, femme samouraï. Ouais. Non, ça fait du bien. Et ça fait du bien. C'était instantané aujourd'hui, franchement, je suis venue avec une douleur ici. Après, je dirai après. D'accord. Si on va changer, on va faire un tour de table. Est-ce qu'en tout cas, là, dans ce, on n'a pas fini, il nous resterait encore une dernière position. Est-ce que déjà ça vous parle? Est-ce que ça active les zones? Et vous connaissant, parce que c'est bien en lien avec votre profil, et je ne dis pas un jugement, hein, je ne dis pas que vous êtes quelqu'un d'angoissé, de colérique, de frustré, ou je sais pas, hein, ou d'incapable. Non, c'est juste une lecture, là, présente, de sa condition, et puis vous vous connaissez, hein, donc vous voyez les petites failles qui sont à améliorer maintenant. Des traitements. Alors là, évidemment, dans le temps dont vous disposez, vous insistez évidemment sur les zones pour lesquelles l'énergie, l'appel d'énergie est le plus fort. Ah, c'est le bon sens. Jusqu'à ce qu'attend, et vous allez voir, hein, plus vous allez faire ça, plus à un moment donné, ce qui était en excès à un moment donné, en appel fort d'énergie, ça va s'équilibrer. Du coup, ma question, hier, tu sais, tu disais, il y a les trois tandems Okay. à équilibrer, mais je me dis que ça aussi, je trouve que cet équilibre des cinq organes, Tout à fait. c'est presque, comment dire, c'est presque nécessaire pareil. Enfin, tu vois, je pense à quelqu'un à qui j'aimerais donner du reiki ce soir, et je me dis c'est ça en fait qu'il faut que je fasse. C'est ça qui me vient en fait. Et du coup, je trouve que c'est aussi fort, et ça me paraît aussi fort, mais je sais pas, je partage que les trois tandems. Enfin, je sais pas. Mais c'est complémentaire, hein, c'est des approches différentes. C'est voilà, on tire une autre ficelle. Ouais. Hier, on a tiré aussi une en Ouais. faisant un soin complet. Ouais, ça me parle, je pense ça. L'autre fois, il y a une personne qui me dit je pratique le Reiki, mais voilà, moi j'ai lu votre livre, je ne me suis pas reconnu dans l'enseignement que j'ai reçu, j'aimerais reprendre avec vous, et est-ce que vous accepteriez? J'aimerais vraiment goûter une séance avec vous. Et je suis tellement resté longtemps sur le devant du corps que je n'ai même pas fait le dos. Je suis resté quasiment une demi-heure sur la tête. Et puis après sur le devant du corps, puis l'heure est écoulée, je lui dis, si vous voulez, on va en rester là, est-ce qu'il y a un besoin spécifique au niveau du dos, mais pour moi, voilà, et je ne suis pas sorti, je n'ai pas respecté le protocole, alors c'est tant de minutes sur la tête, le corps, le devant, et puis il faudra bien faire le dos, hein, prévoir les 20 minutes pour faire le dos après. Mais non, c'est ce qui est venu là. En plus, moi, mes mains se sont mis à danser à un moment donné, elle m'a dit, mais vous m'avez fait des trucs, mais comment vous connaissez les points? Mais je lui dis, pourquoi? Elle m'a dit, mais c'est exactement les endroits où moi j'ai une problématique. Elle
les mains le savent, l'énergie le sait, donc je ne suis pas inquiet. Et puis voilà, ça se fait en fait. Moi je suis surpris moi-même en le faisant. Je ne sais pas ce que je vais faire la seconde d'avant, de toute façon. Voilà. Et c'était très bien, je n'ai pas été dans la frustration de dire, merde, j'ai pas fait le dos, oui, madame paye, mais j'ai pas fait le dos. Alors, comment, ça va pas, je me sens en défaut. Non, ce jour-là, j'étais à ma place. Ce qui a été fait a été bien fait, et la personne était super contente. Et plusieurs jours après, elle m'a encore dit, mais c'est magnifique, quoi. Je me sens super bien. Voilà, et je ne reconnaissais pas cette façon de pratiquer le Reiki, mais j'ai envie d'apprendre ça. Voilà. Dernier précepte. Tony. Oui, une question. Ça signifie la chaleur quand tu sens vraiment beaucoup la chaleur. C'est qu'un besoin. C'est qu'un besoin. Et tu vas voir, au bout d'un moment, ça va se calmer. Là, il faudrait laisser les mains tant que ça chauffe. Tant que ça nourrit, en fait. Tu vois, il y a un apport d'énergie. Okay. Dernier précepte, Shitoni Shinsetsuni, c'est le fait d'éprouver de la bienveillance pour tous les êtres. Et Hiroshito, il avait rajouté entre parenthèses, y compris ou à commencer par soi-même. Donc là, c'est l'organe cœur, le cœur, en termes d'organe. Alors, l'organe cœur, dans son déséquilibre, ben ça vous allez le comprendre, c'est une tendance à l'exaltation, l'emballement. Ça peut aller jusqu'à l'hystérie dans le déséquilibre. Une espèce de surexcitation, comme ça. Un truc à tourner amoureux. On ne mange plus, on ne boit plus, tout va bien. Là. Oh là là, on est pranique là, ça y est, on est collé au plafond. Oh, sauf que plus on monte, plus on redescend après. Et après, évidemment, c'est des phases maniaco-dépressives, on dit bipolaire, hein, c'est le mot à la mode. Hein, voilà. Donc c'est des phases d'exaltation, c'est pas forcément bon. D'ailleurs, il y a un proverbe chinois qui dit, et je l'ai retrouvé aussi dans la tradition soufie, hein, mais vraiment littéralement le même, qui dit « l'excès de joie nuit au cœur ». Donc c'est pas la joie, c'est l'excès. Hein, la lame du tarot, la tempérance, ça dit bien ce qu'elle veut dire. Hein, la voie du milieu du Bouddha, c'est pas la joie. Moi, la joie, moi j'ai beaucoup d'humour, mais je ne sais pas si je suis quelqu'un de joyeux profondément. Moi la joie, à un moment donné, je prends. Hein. Je suis pas en excès là. Je prends. C'est l'excès de joie. Vous savez, c'est cet Américain qui avait gagné au loto, c'était le tirage, un des tirages les plus importants. Il y avait 12 numéros qui devaient s'afficher. C'est un cas de classe très moyenne, pas très fortuné, peut-être manutentionnaire dans un truc. Et là, il y avait 12 numéros. Il était dans un pub, au bar avec ses amis, et puis il avait le carton à la main, puis il y a les numéros qui défilent sur l'écran de la télé. Donc il regarde, il y a le premier numéro. Bon, ben, c'est rien d'extraordinaire, c'est quelques dollars. Et puis il y a le deuxième qui s'affiche. Il regarde, tiens, j'ai le deuxième. Et puis il y a le troisième. Oh. Puis le quatrième, puis il y a le cinquième qui arrive. Après, les copains commencent à se rapprocher. Là. Ils disent, attends, on a degré 5 sur 12. C'est pas un gros gain. Enfin, c'est quand même intéressant. C'est pas mal, quoi. C'est bien, on va passer un bon week-end, quoi. Et puis il y a le sixième, il y a le septième. Et puis attends, tout le monde. Et puis tout le bar, là, c'est le grand silence. Le mec, il est devant son truc. Il commence à trembler. Et il y a le huitième, il y a le neuvième, il y a le dixième. Et au onzième ou douzième, il se fait une crise cardiaque. Parce que pour lui, vous imaginez le truc. C'est un gars qui n'a pas beaucoup d'argent, qui rame toute sa vie. Et là, il va gagner peut-être le gain le plus important des États-Unis. 560 millions de dollars. Et c'est une démesure qu'on peut même pas, nous, on peut même pas imaginer. Et le mec, il se dit, j'ai ça en ma possession. Le mec, il est là, il rêve, il voit tout ce qu'il va faire, et tout, mais sauf que là, c'est suremballement. Et le cœur, il lâche, quoi. Ça, c'est ça le truc. Donc, tempérance. J'espère que quelqu'un aura ramassé le billet. Après, ça a été on a remis le gain à la postérité. Vivant. Hein? Vivant. Oui. Ah oui. C'est bien fort, mais d'accord. Pourquoi l'amour ne rend pas heureux? L'argent ne rend pas heureux. Ce que tu dis est intéressant. Mon premier maître de Reiki, qui était psychothérapeute, hein, donc maniait très très bien les interactions, les mises en situation, les décrochages émotionnels, tout ça, nous avait posé une question. D'ailleurs, je vous invite à pouvoir y répondre, mais pour vous-même. La première question, c'est, pour vous, l'argent, c'est quoi? Mentalement, vous dites, pour moi, l'argent, voilà, ça représente ça. Pour vous, l'argent, c'est quoi? Ok? Vous avez tous une réponse?
Maintenant, vous gardez la même réponse. Mais je vais vous poser une autre question. Pour vous, le pouvoir, c'est quoi? Et vous remettez la réponse que vous avez donnée pour l'argent. On dit, ben, pour moi, le pouvoir, c'est... Et vous redonnez la réponse pour l'argent. Bon, déjà, ça vous donne une indication. Puis maintenant, on va reposer une troisième question. Et vous donnez toujours cette même réponse. Pour vous, l'amour, c'est quoi? À vous de voir. Il n'y a pas de jugement. Dans le stage, il y avait quelqu'un qui avait dit, on lui avait posé la question, pour vous, l'argent, c'est quoi? Il avait dit, c'est dur de ne pas en avoir. Ok. Pour vous, le pouvoir, c'est quoi? C'est dur de ne pas en avoir. Et pour vous, l'amour, c'est quoi? C'est dur de ne pas en avoir. Alors ça change, hein, c'est la réponse du jour. Après, quand vous faites ce qu'il faut, au jour d'aujourd'hui, 10 ans après, la personne a peut-être pu redonner la même réponse. Hein. Voilà, là, nous avons fait un tour des 5 préceptes, mais d'une façon, on va dire, un petit peu plus copyright Patrick Sensei. C'est pas du Usui Sensei. Je ne sais pas, mon bon sens me ferait dire qu'il ne serait pas forcément opposé à ça, mais ce n'est pas du tout dans la tradition. Ce que je vous enseigne là, n'allez pas dire Patrice, il a enseigné les techniques d'Usui, les 5 préceptes, on les fait en posant les mains sur soi. Et moi, je trouve que c'est intéressant d'appliquer ça comme ça. Ça peut permettre de faire un accompagnement sur ses émotions principales, sur ses failles, sur ce qui est en défaut, en déséquilibre. Alors, on n'a pas terminé, mais on va conclure quand même, parce que je vais vous présenter autre chose maintenant, mais on va conclure en ramenant les mains dans la posture du gâcheux. Alors, Usui a également enseigné des pratiques complémentaires, et qui sont... c'est le mode pranique, en fait. Nous enseigner comment devenir pranique. Ça, c'est moi qui le rajoute, hein, c'est pas dans le texte. Mais c'est une pratique méditative qui est commune à beaucoup de traditions. On la retrouve dans le yoga, on la retrouve dans le Tao, on la retrouve dans des formes de yoga tibétain, on la retrouve dans différentes techniques. Le New Age s'en est beaucoup inspiré aussi. La base commune, elle est la même, à part que dans le Reiki, on l'a fait d'une façon peut-être un petit peu plus spécifique. Parce que ce qu'a fait Usui, c'est qu'il a aussi pris des pratiques de l'environnement, je dirais, culturel et spirituel qui était le sien à son époque. Donc il a intégré des pratiques un peu d'inspiration bouddhiste, il a intégré des pratiques shinto, des pratiques de yoga interne, d'arts martiaux, etc. Donc ces pratiques, vous les retrouvez, Ueshiba l'a pratiqué par exemple. L'élève principal de Ueshiba, Koichi Toei, l'enseignait également. Donc c'est des pratiques communes à beaucoup d'écoles, beaucoup de traditions. Et c'est une pratique très simple qui consiste à chaque fois qu'on respire, qu'on inspire, à absorber de l'énergie, de la lumière. Et chaque fois que vous expirez, vous faites rayonner cette énergie, cette lumière. Alors il y a une posture à prendre et il y a une façon peut-être un peu plus technique de la faire. Cette pratique s'appelle en japonais Joshin Kokuro. Toutes les techniques finissent par Ho. Ho, ça veut dire la méthode, la technique, la façon de faire. Shin, le cœur, l'esprit, la conscience. Jo, purifier, nettoyer. Donc c'est la purification du cœur-conscience par Koku, la pratique de respiration. Expire, inspire. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous mettez les mains sur vos genoux, sur vos jambes, la paume retournée vers le ciel. Et les doigts souples, légèrement recourbés, comme si vous teniez une sphère, une balle d'énergie, un œuf. Hiroshima dit un œuf. Vous aviez une balle. Puis à chaque fois que vous allez inspirer, alors quand je dis vous allez inspirer, je ne parle pas forcément de visualisation, parce que vous avez des personnes qui malheureusement ne sont pas visuelles, et j'en fais partie. Moi je ferme les yeux, même la personne que j'aime le plus au monde, je ne suis pas capable de l'avoir. Donc c'est créer l'expérience, c'est créer le ressenti. Moi je me souviens, j'avais un lama tibétain, et on devait faire certaines pratiques, et beaucoup de pratiques sont des visualisations de déités, de mandalas. Et notamment, il y avait une pratique de purification où on visualisait une déité qui s'appelle Vajrasattva, à partir duquel s'écoule de lui un nectar blanc immaculé qui nous remplit et qui passe par la fontanelle.
Moi, je vais dire, Rinpoche, je suis désolé, moi je ferme les yeux, je vois rien. Je dis, moi, je suis incapable de visualiser. Et on était dans une pièce où il y avait, comme là, des néons. Il m'a dit, mais Patrick, il y a un néon au-dessus de ta tête. Je lui ai dit, oui, la lumière, elle est là, oui. Il n'y a pas besoin de la visualiser, elle est là. Considère simplement que la déité, elle est là. C'est tout. Convainc-toi qu'elle est là. Mentalement, elle est là. Tu l'as appelée, tu as mis l'intention, elle est là. Que tu la vois ou pas, ça ne change rien. Et il dit en tibétain, le mot visualiser ne signifie pas forcément voir, ça signifie aussi ressentir. Donc si vous n'êtes pas visuel, créez la sensation, l'expérience qu'à chaque fois que vous inspirez, toute l'énergie de l'univers, maintenant vous êtes visuel, vous pouvez le faire aussi par la visualisation, rentre à l'intérieur de vous par la connexion du chakra coronal. Imaginez que ça descend à l'intérieur, comme s'il y avait un canal, un tube. Vous n'êtes pas obligé de visualiser le chakra, ça on s'en fout. Par contre, vous allez visualiser que ça va remplir, ou ressentir que ça va remplir le dantien, le tanden, le ventre, le hara. C'est ce qu'on appelle un chaudron. Donc c'est comme un chaudron qui va se remplir. Et puis ça déborde. Et ça déborde tellement que votre corps devient complètement lumineux. C'est produit par l'intérieur. Ça déborde, ça déborde, ça déborde. Et vous avez un corps de lumière, un corps d'arc-en-ciel, un corps immaculé, un corps insubstantiel. Il perd de sa matérialité. Et vous faites ça en inspirant. C'est plus compliqué évidemment qu'à faire. Vous inspirez, vous remplissez cette énergie, ça rentre à l'intérieur de vous, ça descend le long du canal, ça remplit le chaudron, ça remplit, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Et vous êtes là comme un soleil, vous êtes saturé d'énergie, de lumière. Vient le moment d'expirer. Et alors, à ce moment-là, vous imaginez, vous créez le ressenti, vous visualisez, si vous voulez, que par tous les pores de votre peau, cette même qualité énergétique de l'univers que vous avez fait rentrer à l'intérieur de vous, va rayonner, s'émaner de vous, retourner jusqu'aux confins de l'univers. Et la pratique consiste à ne faire que ça. Vous nourrissez toutes vos cellules d'énergie, de lumière. On va faire ça. Vous adoptez la posture, les mains se retournent, sont posées sur les cuisses, puis à partir de maintenant, portez votre attention un peu au-dessus de la tête, et là, vous faites rentrer. Imaginez que toute l'énergie de l'univers, comme un fluide, rentre à l'intérieur de vous, pénètre par chakra coronal, ça descend, remplit le hara, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Vous devenez complètement lumineux, rempli d'énergie, et vous expirez. Et vous rayonnez, vous émanez, vous déployez cette qualité autour de vous. Vous inspirez, vous remplissez votre corps d'énergie, de présence, de conscience, de tout ce qui vous a manqué. Vous fusionnez avec cette qualité, vous faites un avec cette énergie, cette présence, cette conscience inconditionnelle que vous êtes. Et vous émanez, vous rayonnez ça autour de vous. Vous expansez jusqu'au plus loin que vous puissiez imaginer. Vous inspirez, toute l'énergie de l'univers rentre dans votre abdomen. Vous fusionnez avec elle et vous expirez. Et votre souffle atteint les rives du ciel. Ce qui est important ici, c'est pas tant que vous faites rentrer de l'énergie à l'intérieur de vous, c'est qu'une fois qu'elle se mêle à vous, il y a le sentiment d'unité, de fusion, de non-séparation. Vous devenez vous-même de votre essence et de même nature que cette énergie.
ça complètement, une ou deux fois encore. Et à la fin de la deuxième fois, vous laissez simplement reposer l'esprit dans sa condition naturelle. Et pour conclure, on ramène à nouveau les mains dans la position du jeu. Alors peut-être que certaines personnes connaissaient déjà une forme de pratique un peu similaire, hein, une approche un peu identique, non? Donc ça c'est vraiment je dirais la marque de fabrique ça c'est la dimension interne du Reiki. Ça c'est ce que Hiroshido nous a transmis en 99. Personne ne connaissait ces pratiques. Yashuo ne connaissait pas, Joshin Kokyo, on ne connaissait pas, la pratique que je vais vous présenter après, on ne connaissait pas. Alors la bonne nouvelle, pour ceux pour qui vous pourriez éventuellement penser que c'est une pratique difficile, partez que l'idée c'est déjà acquis, partez déjà gagnant. Et j'en ai eu la compréhension lorsque cette femme éveillée qui habitait à côté de chez moi m'a dit, parce qu'en fait on a beaucoup partagé par rapport au Reiki et elle était très curieuse de savoir ce que c'était, elle m'a posé beaucoup de questions. Et elle m'a dit, j'aimerais bien un jour participer à une de tes formations. J'étais étonné, je me dis comment quelqu'un éveillé, qui n'a plus besoin de rien, dont la conscience a fusionné avec l'univers, a besoin encore d'être initié à quoi que ce soit. Parce qu'elle m'a dit, en fait elle avait écrit un livre, elle m'a dit j'ai vu que tu avais écrit un livre, peut-être qu'on pourrait se faire un échange d'ouvrages. J'ai dit oui, bien volontiers, et je lui avais donc offert mon tout premier livre. Et elle avait été enthousiasmée par cet ouvrage. Elle m'a dit, tu sais, c'est très étrange, elle me dit, il y a 20 ans de ça, j'avais écrit des choses, et elle me dit, et j'ai retrouvé dans ton livre des phrases à l'identique que j'avais écrit 20 ans auparavant. J'étais un peu surpris. Et puis, comme c'est quelqu'un qui avait des conditions physiques un peu compliquées, c'était difficile pour elle de rester comme ça assis tout le week-end. En plus, elle est dans le silence intérieur, donc on parle un peu, on boit un thé, on est en silence, on médite, on est en présence. Ils m'entendent parler pendant 2 jours, la pauvre, elle a dépassé ça, quoi. Alors je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas juste venir un jour te voir et te donner le Reiki, donner l'initiation? Moi, mon rêve, c'est de donner l'initiation à un être éveillé, à un Dalai Lama, ou je ne sais pas, sauf que Dalai Lama, on ne mange pas sous la main. Je dis, par contre, à 500 mètres à vol d'oiseau de chez moi, j'ai une éveillée. Je dis, moi, je veux bien te donner l'initiation, comme ça, tu sauras ce qui se passe dans l'initiation du Reiki. Et là, c'est pas... D'ailleurs, vous retrouverez le témoignage dans mon dernier livre. Je vous fais la pub. Vous retrouvez le témoignage. Il y a un chapitre sur Reiki et non-dualité. Et vous verrez, elle s'appelle Nicole Montineri, et ce qu'elle dit, c'est absolument extraordinaire. À un moment, elle me dit, tu peux être assuré, comme elle dit, de très très haut niveau spirituel, des personnes qui ont offert les initiations du Reiki à l'humanité. Besoin de confirmation. Et là, elle m'a dit, c'est comme si cette initiation, en fait, réamplifiait toute la dynamique d'éveil, l'expérience d'éveil, y compris ce qu'elle a vécu quand elle a été projetée dans l'univers à un moment donné, fusionnée avec le tout. Elle est revenue avec cette conscience du tout. Mais c'est comme si là, c'était revécu avec encore plus d'intensité. D'ailleurs, après son initiation, j'ai dû la laisser. Elle est restée assise sur la chaise. Et je lui ai fait juste le signe, je suis parti. Et elle m'a écrit un mail 2 jours après. Elle est restée en contemplation, en samadhi, dans la force méditative, pendant 2 jours. Donc c'est vraiment... Alors elle, ce qu'elle m'a confirmé, et c'est ça où je voulais en venir, c'est qu'elle me dit, quand on est dans la dynamique de l'éveil, en fait, on est constamment traversé par l'énergie. Sauf que la différence entre quelqu'un qui est éveillé, c'est que lui le sait, le ressent, et les êtres ordinaires comme nous sommes, il faut qu'on fasse des exercices comme ça pour se le réapproprier. Donc en fait, cet exercice ne crée pas un passage nouveau d'énergie, mais actualise finalement en conscience quelque chose qui est déjà en train de se produire pour chacun d'entre nous. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir qu'on part gagnant dans l'histoire. Et puis j'ai une autre expérience aussi. Un jour, je reçois un mail
d'un lama occidental qui avait passé 3 ans en retraite, 3 ans, 3 mois, 3 jours, vous savez, assis dans une caisse, à pas pouvoir allonger ses jambes. Et il voulait être initié au Reiki, il était intéressé par le Reiki. Il avait un ami à lui qui en avait parlé. Il m'a dit, écoute, j'ai envie d'apprendre. Et il est venu très très discrètement, parce qu'il ne voulait pas se mettre en avant. Il m'a dit, est-ce que je peux quand même garder la robe de moine de là-bas? Je lui ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Et je lui ai enseigné cette technique. Sauf que lui, après le stage, il a commencé à la mettre en pratique. Et il la faisait plusieurs heures par jour. Pas juste 5-10 minutes. Et il m'a envoyé un petit mail et il m'a dit, parce que je lui ai envoyé un petit texte que j'ai mis dans le livre, et pour me remercier, il m'a envoyé un mail, il m'a dit, tu sais, cette pratique, en fait, moi je l'avais déjà un peu pratiquée dans le bouddhisme tibétain, elle a une forme un peu différente, mais enfin on retrouve un peu les mêmes choses. Et puis depuis que tu nous l'as enseignée, je la pratique tous les jours et plusieurs heures par jour. Donc là, je l'appelle et je lui dis, quand tu dis plusieurs heures par jour, tu veux dire quoi exactement? Il me dit, je la pratique 1 par jour. Je lui dis, pardon, combien? Je la pratique 1 par jour. Je lui dis, mais est-ce que j'ai pas entendu? Je la pratique 4 heures par jour. Donc le mec, il est 4 heures en méditation. Alors parfois, c'est pas forcément 4 heures d'affilée, ça peut être 2 heures, des tranches d'1 heure, etc. Mais il se met en méditation. Bon, de toute façon, il n'a que ça à foutre, c'est un lama, c'est un moine, il n'a pas de vie de famille. Il s'occupe de son petit chien, il gère un centre du Dharma, et le reste du temps, il est en méditation. Donc, comme il a fait ça pendant 3 ans, 3 mois, 3 jours, jour et nuit, il a pratiqué 4 heures par jour. Et il m'envoie un mail. Quelques temps après, il me dit, je me réjouis de ton mail et du texte que tu m'as communiqué. Plusieurs fois, j'ai effectué une méditation semblable, bien avant que tu me l'enseignes. Mais depuis 2 semaines, je la pratique chaque jour et plusieurs fois par jour. Donc c'est là où je l'appelle, regarde, combien? 15 heures par jour. Je ne voulais pas forcément le dire, voyez. C'est alors que j'ai constaté depuis quelques jours l'expérience exacte que décrit ce texte, expérience d'unité avec l'universel, oubli total de son corps, etc. Oui, mais cependant avec une conscience extrêmement vive, vaste comme l'espace, et surtout une expérience de non-mort. Et là, il me donne un enseignement. Il me dit, en réalité, la mort n'existe pas. Quand le corps disparaît, il reste la conscience, l'esprit lumineux, spacieux, uni avec le tout et rayonnant d'un amour universel. C'est exactement ce que l'on nomme dans le bouddhisme la claire lumière. Il me dit, je découvre chaque jour un peu plus la profondeur du Reiki et pour moi, aucun doute, Usui était un bodhisattva. Vous savez, un bodhisattva, c'est un être qui a offert sa vie pour l'éveil de tous les êtres, qui s'incarne pour pouvoir libérer la conscience de l'humanité. Voilà. Ça, c'est un témoignage parmi tant d'autres. J'ai eu une autre yogini dans un de mes stages. Alors elle n'a pas fait une retraite de 3 ans, elle en a fait 3 à la suite. Elle a fait un minimum de 10 ans de retraite. Et au bout de 10 ans de retraite, elle est sortie pour quelques semaines, quelques mois, avant de repartir pour 3 nouvelles années. Et elle veut faire un stage à Reiki. Elle était en réveil. C'est comme maintenant. Et dans une discrétion. Pas. L'état de réalisation, on ne la montre pas. Et elle me décrivait tout ce que faisait le Reiki au niveau des canaux énergétiques. Quand on donne une initiation, quand on pose les mains, qu'est-ce que ça allait activer, les réseaux, les méridiens, les chakras, les trucs, elle voyait le corps subtil. Tout le processus du Reiki. Je n'ai pas besoin d'avoir des confirmations, mais je le partage avec vous parce que c'est quand même des expériences extraordinaires. Avoir rencontré des gens comme ça, qui vous témoignent vraiment de ce que fait le Reiki, au niveau très, très subtil. Ça, tout ça, c'est dans mon dernier livre. Vous retrouverez tout ça. C'est pas fini, mais je voudrais juste, vous tenez encore un petit peu, j'ai une dernière pratique à vous enseigner. Mais juste faire le point là de ce qui vient de se passer. Vous savez, nous, dans nos retraites praniques, c'est ce type de méditation qu'on fait. On nourrit son corps d'énergie de lumière, on informe ses cellules qu'à partir de maintenant, elles peuvent ne plus dépendre de nourriture solide, mais de l'essence de la nourriture. Quand vous mangez de la matière solide, quiche que je mangeais à midi, je me suis arrêté devant une boulangerie, je me dis qu'on peut manger. C'est très bon curry, en fait. C'est très, très bon.
c'est pas, ça c'est l'enveloppe. Parce que ce qui vous nourrit, c'est pas la matière solide, c'est le prana qui est à l'intérieur. Et maintenant, on ne peut pas accéder au prana directement. Là, la constitution physique, le programme de matière que nous sommes, a besoin c'est comme si vous diriez, pour pouvoir manger la pizza, il faut que je mange la boîte en carton. Sinon, je ne peux pas avoir accès à la pizza. La mauvaise image, mais en gros, c'est ça. Dans la retraite pranique, on vous apprend maintenant à absorber directement l'essence de l'aliment, donc le prana, sans plus avoir besoin de l'enveloppe, de la matière organique. Mais on continue à se nourrir. Il ne faut pas penser que les gens qui sont praniques ne mangent plus. Ils ne mangent plus de matière solide. Mais ils se nourrissent encore, et voire plus. Et directement à la source. Et comment on reprogramme sa mémoire cellulaire? En faisant ce type de respiration. En nourrissant son corps de lumière. Ça, c'est une pratique d'immunité en période de pandémie, etc. Mais ça, on doit le faire comme le lama, 4 heures par jour. Stimule le thymus, stimule les glandes, stimule tous les chakras. Moi, je ne dis plus, je me nourris d'énergie ou de lumière. Vous savez, Cartolé, vous connaissez tous ces Cartolé, Le pouvoir du moment présent, Nouvelle Terre, hein, c'est un auteur classique, hein, dont beaucoup s'inspirent. Et Cartolé, il a mentionné une pratique, il ne connaît pas le Reiki. Hein. Il a dit, à chaque fois que vous inspirez, nourrissez votre corps de conscience. Ben, c'est ça que vous faites. Vous nourrissez votre corps de conscience. Vous faites rentrer la présence à l'intérieur de vous. C'est ça que vous êtes en train de faire. Moi, ce n'est pas la lumière que je visualise. Je ne visualise pas de toute façon. Non, je ne vais pas forcer des choses que je n'arrive pas à faire. Je fais que les choses soient rendues faciles pour moi. Donc moi, je m'assois, j'inspire. Et comme je fais rentrer de l'air, je me dis, bah, tiens, cette air, c'est l'énergie de la présence. Je nourris mon être de conscience. Je fusionne avec cette qualité de conscience. Et puis cette conscience, là, maintenant, je peux l'aspirer. Elle est plus personnelle, elle devient universelle parce que j'expande mes limites au-delà de tout ce que je peux imaginer. Vous savez, l'expérience d'un être éveillé, nous, on a l'impression qu'on est dans un corps, vous êtes d'accord avec moi? Un être éveillé, c'est le corps qui est dans la conscience. C'est l'inverse. Mon amie Nicole n'a pas l'impression d'être dans un corps, elle est partout à la fois. Quoi. Mon amie Nicole, là, je pense à elle, je suis sûr qu'elle est là. Parce qu'elle n'est plus identifiée à un nom, une forme, une identité, un espace ou un temps. Elle a encore un corps, une attache, mais la conscience, elle est dans l'universel. Et un jour, je la mentionnais dans un stage, et au moment où je parle d'elle, il y a un phénomène de lumière qui apparaît, un jeu de lumière, il y a un soleil, il y a un rayon qui vient illuminer, là, la feuille qui était posée devant moi. Et j'ai regardé l'heure. Je m'en rappelais. Et le soir, je lui envoie un mail, je lui dis, tiens, j'ai parlé de toi ce matin. Est-ce qu'elle me répond? Elle dit, oui, je sais, je suis venu vous visiter. Voilà. Vous avez un commentaire à faire pour cette pratique, là, de respiration, lumière? C'est ça, être Reiki. Hein. J'ai pas réussi à remplir la tête de lumière. La lumière s'arrêtait là. Ah, ça c'est intéressant. Ouais. Ça peut le faire. Alors toi, c'est là, il y en a, c'est là, ça va pas plus loin, mais c'est pas grave. C'est ce que je me suis dit, il faut que j'apprenne et que Oui. je pratique. Nourris-toi de ça, puis tu vas voir, au bout d'un moment, ben, ça va s'ouvrir et puis ça va descendre. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a. Alors, on va parler ça comme une zone de blocage, c'est pas le mot juste, parce qu'il n'y a pas de jugement à porter, c'est comme ça. Et si tu continues, ben, tu vois, ça va. Et c'est ça, être Reiki, c'est ça finalement. Être une présence de guérison spontanée dans le monde, c'est être un soleil. Il y avait c'était un pratiquant du zen. Vous savez que Usui, il a pratiqué 3 ans le zen, hein, avant de monter sur sa montagne, Kulamayama. Et il est rentré il était un peu comme un moine laïque, c'est-à-dire qu'il était affilié à un temple zen, et il pratiquait la méditation. Et dans le zen, à l'école Soto, par exemple, c'est méditation en posture assise parfaite, les jambes croisées, et on est face à un mur. Et on peut rester plusieurs heures assis comme ça, posture parfaite. On touche le ciel avec sa tête, le regard est posé devant soi, puis pas bouger. Puis si vous bougez, le maître arrive, il a un grand bâton en bambou qu'on appelle le Kyosako, et il vous donne votre bâton. Dans le zen, on dit si vous bougez, vous recevez 100 coups de bâton. Dans
Alors les zen ont dit, si vous ne bougez pas, vous recevez de toute façon son coup de bâton. Parce que c'est le zen. C'est comme ça. Donc lui, il a fait ça pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, il s'est dit, je ne suis toujours pas éveillé, quoi. La résistance, quand même, hein. Au bout de 3 ans de pratique, alors peut-être il y a des expériences, hein, des aperçus, mais c'est pas stabilisé en tout cas. Enfin, on ne connaît pas sa réalisation. Hein. Donc il est allé voir son sensei, il est allé voir son maître. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Et son maître lui a dit, lui enjoignit la chose suivante, il lui a dit, tu dois d'abord mourir. Il est temps pour toi de mourir. Alors c'est pas à prendre au premier degré, hein, au pied de la lettre, hein, c'est la métaphore de la mort du vieil homme, hein, dont parlent les Écritures. C'est la mort du l'ego, c'est la mort d'identification, appelez ça comme vous voulez, c'est la mort de la dualité. Et il dit, pour ça, tu dois maintenant faire une retraite. Et c'est peut-être qu'il en a fait plusieurs retraites, hein, on ne sait pas. Hein. En tout cas, il y en a une qui a été déterminante. C'est des retraites, c'est des protocoles, ça dure 21 jours. On ne s'y engage pas comme ça, hein. Il y a des assaises, il y a des préparations, voilà, il y a vraiment Don, il est allé au Japon, il a rencontré à ce moment-là, dans un temple, on lui a présenté une personne qui venait de sortir d'une retraite de 1000 jours, 3 ans. 3 ans à méditer. Et Don lui a dit, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse un jour pratiquer la retraite des 21 jours. Le maître l'a regardé de travers et lui a dit, c'est simple, si tu viens avec moi, que tu restes 1 an dans mon temple, que je te prépare, à raison de plusieurs heures de méditation par jour, alors tu seras un jour prêt pour la retraite des 21 jours. Il avait déjà plus de 70 ans, il a dit, c'est bon, quand je vais pas, il a déjà médité 10 ans dans les grottes de Thaïlande, il a dit, je ne peux pas, quoi. Donc la retraite de 21 jours, c'est pas je prends mon ticket, je fais la queue, je prends mon ticket et puis je pars avec mon zafou, ma planche à clous sur la montagne. Hein. Donc il a fait. Alors pourquoi je vous parlais de ça? C'était quoi mon idée? Il ne faut pas l'enregistrer. Hein. Bon, ben, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même partagé l'essentiel. Une dernière pratique avant qu'on fasse la pause. Pareil, elle est issue des anciens pratiques Shinto. Et c'est en cas où on ressentirait un inconfort ou un malaise. Alors ça peut être un trouble émotionnel, des pensées parasites, ou parfois, peut-être parce qu'on est un petit peu trop sensible, on est un petit peu comme Bob l'éponge, on absorbe tout de l'environnement, on n'est peut-être pas assez dans son hara, peut-être pas assez aligné, assez centré, et on va serrer la main de quelqu'un, puis on ne va pas se sentir bien, peut-être après un soin, après tout, ça peut arriver, c'est rare. Ça veut dire juste qu'on n'était pas juste dans le bon alignement. C'est une bonne leçon pour nous d'ailleurs. Ça peut vouloir dire qu'on est trop volontaire aussi pour porter l'histoire de la personne. On ne va pas demander de porter l'histoire de la personne. Hein. Vous vous laissez là. Vous êtes le cristal qui reflète toute réalité, le miroir, ou le cristal qui prend la lumière de l'étoffe sur lequel on pose, mais qui reste toujours blanc et transparent. Donc ça, il faut savoir rester un cristal ou un miroir immaculé. Sa fonction, c'est de refléter, mais pas de saisir le reflet, pas de se l'approprier. Hein, l'exemple, la conscience est vraiment comme un miroir. Hein, pensez à ça. Hein. Il y avait un maître de Reiki qui disait, quand elle ressentait un malaise pendant un soin, il disait « Merci de me montrer, mais ceci n'est pas à moi. » Ok, moi ça ne m'appartient pas. Voilà, non, je laisse là. Donc, c'est une pratique qui permet de se dissocier, éventuellement. Si la bascule a été faite et qu'on a été dans l'identification de quelque chose de négatif, un miasme, un truc, un inconfort, une émotion, peu importe, c'est de pouvoir dire ça, je coupe. Je fais ce qu'on appellerait une coupure de lien. Hein, dans certaines thérapies, on appelle ça des coupures de lien. Jacques Martel avait montré aussi avec les petits bonhommes allumettes, hein, de relier et puis de faire des coupures symboliques. Hein. Donc, sauf que là, c'est issu d'enseignes de pratiques partiales. Hein, on considère que notre main, c'est un petit peu comme le tranchant d'un sabre. Et on va faire une pratique qui permet de couper. Certains la connaissent, cette pratique? Non? C'est Kenyoku. Oui? Kenyoku. Ken, c'est ça. Yoku, c'est le bain ou la douche. Et Ken, c'est sec. Donc, c'est la méthode du pressing à sec du Reiki, qui permet de faire un nettoyage à sec. Là, c'est des pratiques qu'on faisait à l'époque, à l'entrée des temples, où on allait se laver les mains. Donc, on avait une louche qu'on prenait de la main droite, on lavait la main gauche, comme ça, puis on prenait la douche de la main gauche, on la mettait sur la main droite, on lavait la main droite, et puis on relavait à nouveau la main gauche. Ensuite, on prenait de l'eau et on crachait. Et là, on était purifié, on pouvait rentrer dans le sanctuaire, dans le temple, pour honorer les kami, les divinités.
S'il n'y avait pas de vasque avec une eau lustrale, une eau consacrée à l'entrée du temple, alors le prêtre shinto venait, il prenait comme un buisson, comme du buis, on dirait chez les druides, et il flagellait comme ça en 3 fois la personne avec ce buisson pour le purifier. Et nous, c'est ce qu'on va se faire à nous-mêmes, c'est pas quelque chose qu'on va faire aux autres. Donc je vous invite à le faire avec moi. Soyez juste prudent quand il y a un mouvement latéral de la main, de ne pas ni vous faire mal, ni taper votre voisin. Il y a un ordre. Ne me demandez pas pourquoi, c'est la logique shinto, c'est la logique énergétique. On commence à placer la main droite sur l'épaule gauche. Imaginez que votre main, c'est comme une brosse. Et vous allez, une fois, brosser vigoureusement de l'épaule gauche à la hanche droite. Une fois. Vous l'avez fait d'un côté, vous le faites de l'autre. Vous placez la main gauche sur l'épaule droite, et vous refaites le même geste en miroir. Vous l'avez fait une fois d'un côté, une fois de l'autre, ça peut suffire. Mais, règle shinto oblige, ça se fait 3 fois. On le refait à nouveau avec la main droite, de l'épaule gauche, à la hanche droite. Voilà. Après, on va nettoyer sa main, notamment si on va s'en servir pour pratiquer. Donc, on va placer le pouce sous le poignet et la paume de la main dessus. Et on va partir comme ça, frotter jusqu'au bout des doigts. La main gauche pour commencer. On fait la même chose à droite. Je place mon pouce dessus et je frotte la main droite. Une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, ça peut suffire, mais tradition shinto oblige, on le refait une 3e fois sur la gauche. Des fois, on peut juste faire comme ça. Moi, je suis clean. Je m'en lave les mains. Moi, j'ai rien à me reprocher. Ceci n'est pas à moi. Alors, Hiroshi Doi, pour une raison que j'ignore, a fait quelque chose de beaucoup plus global. Lui, il a fait le bras entier. Et j'ai vu 2 versions possibles. J'ai vu le bras extérieur, mais j'ai vu surtout le bras intérieur, ce qui me semble être la forme juste. Alors, moi, je vais faire les 2, ça on est surtout. On va tendre le bras gauche devant soi. Pour commencer, la paume de la main face au sol. Je place ma main droite sur l'épaule. Je frotte vigoureusement de l'épaule jusqu'au bout des doigts, côté externe. Maintenant, je vais retourner mon bras pour faire le côté interne. Toujours le bras gauche. Je l'ai fait à gauche, je refais la même chose à droite. La main gauche se place sur l'épaule, je frotte jusqu'au bout des doigts, côté externe, je retourne la main, je fais le côté interne. Et une 3e fois, le bras gauche. Voilà. Alors c'est sûr que là, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à purifier, on a médité, on a fait le traitement, on a fait Gachot, le traitement des 5 organes trésors, on a fait la respiration lumière. Il faudrait s'imaginer le faire dans un contexte où il y a peut-être des choses qui... Ça peut être une emprise émotionnelle, ça peut être une mauvaise nouvelle, des trucs qu'on ressasse tout le temps, ça peut être un échange énergétique pas favorable. Bref, dès que vous sentez le moindre inconfort, et il y a une façon plus énergétique de faire, vous ne le feriez pas en contact physique, vous le feriez à quelques centimètres dans votre corps énergétique. C'est encore même plus puissant. Il n'y a pas l'empreinte physique, mais par contre, c'est plus puissant au niveau d'efficacité. Donc là, vous imaginez vraiment que vous avez un outil tranchant. Hein. Donc pareil, on part de la gauche vers la droite, vous coupez d'un côté, de l'autre. Hiroshi Doi nous a même enseigné une 3e forme. Elle n'est pas Usui, elle est plus de son inspiration, elle est plus martiale. C'est en y associant ce qu'on appelle la respiration Hado. Hado, c'est on expire. Donc on fait ça. Et là, on est tous contaminé. Comment je joue avec le bras ou la main droite en Ouais. fait? Ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Dans les 2 formes. Homme ou femme, c'est comme ça. Dans les 2 formes. Et tu le fais deux fois ou peu importe le nombre de fois? Par exemple, quand tu fais ça, et tu fais... C'est 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3. ok. Après, si tu sens que c'est pas à l'aise, tu fais 1 et 2, ou 1, 2, 1, 2, pour vraiment avoir le sentiment que c'est équilibré. Mais pour les Japonais, c'est pas un déséquilibre. On dit bien le nombre 3 ramène à l'unité, donc peut-être que c'est bien comme ça, conforme. Tu sais,
Tu sais, c'est l'histoire du rasoir à 3 lames pour les hommes. Bon, maintenant, il y a 5 lames, mais à l'époque, il y avait 3 lames pour être sûr qu'on soit bien rasé. Tant qu'il n'y avait pas il y avait 1 lame, 2 lames, et puis 3 lames, alors là, ça a été l'aboutissement. Ça y est, l'homme sera bien rasé parce que la première lame va commencer à tirer le poil, la deuxième lame va couper le poil, et la troisième lame va couper encore le poil, mais juste avant qu'il ne se rétracte. Bon, maintenant, il y a des rasoirs, ils ont 5 lames. Mais l'idée, c'est ça, 3 lames au moins. Et dans toutes les religions, 3 Les choses ramènent se à font. l'unité. Oui. Les prières, les invocations, voilà, c'est par 3. On peut juste faire- Alors ça, juste une dernière chose, faites-le pour vous. Hein. Ouais. N'arrivez pas chez des gens, drink, bonjour, ça va. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui, en fait, c'est ça, donc ça et ça. Et après, tu prends... Ça, complètement, sur le devant du corps, Ouais. puis comme ça. Voilà. Moi, c'est surtout le côté Extérieur puis intérieur du bras. Ouais, mais le côté extérieur, je le trouve moins important. Ou la façon la plus simple de l'association japonaise de Reiki, c'est de ne faire que la main. On se lave les mains avant un soin. Au Japon, c'était pas nous, on a toujours maintenant des robinets, de l'eau, de quoi se laver, du gel. Maintenant, on a le gel et tout. Mais peut-être que dans les campagnes, ils n'étaient pas forcément à côté d'une arrivée d'eau. Donc symboliquement, ils se nettoyaient avant. Nettoyage à sec. Ken yoku. Ken, c'est sec. Et ça reprend la flagellation que faisait faire le prêtre Shinto. Et le musulman qui va se laver symboliquement, c'est une ablution spirituelle, symbolique, avant de rentrer en prière, en méditation. C'est commun à toutes. D'ailleurs, ça s'appelle le misogi. Misogi, c'est ce qu'on fait les pratiques sur les cascades. Pratique de misogi, ça veut dire purification en japonais. Donc les personnes, vous savez, qui se mettent sur les cascades et qui restent comme ça, de l'eau là, qui tombe sur le coronal. Don, il a fait ça au Japon. Il a rencontré un maître des cascades. Lui, il dit qu'il n'a pas été initié au Reiki, il a été initié par la cascade. Et tous les jours de l'année, été comme hiver, il montait, serpentait, le petit chemin là, de procession, il arrivait jusqu'au lieu de cascade. Il y avait des oratoires, il faisait des offrandes, il met de l'encens, il nettoyait les marches. Et là, il sortait, il se mettait, enlevait son kimono, il avait juste un petit pagne. Été comme hiver, même quand l'eau était gelée. Il y avait tellement de puissance que les premières fois Don devait tenir avec un bambou pour pouvoir se tenir face à la cascade à 1,50 m, 2 mètres. Il ne tenait pas, il était projeté. À un moment donné, le maître l'a raccroché par le kimono, parce que sinon il serait projeté sur le rocher qui était à côté. Et le maître, lui, depuis qu'il faisait ses pratiques de cascade, il s'est développé naturellement un don de guérison. Donc tout le Japon venait le consulter pour recevoir... alors il ne connaissait pas Usui, il ne connaissait pas le Reiki. Et Don en a parlé un peu d'échanges qu'il pouvait avoir du fait de la langue. Et il a invité Don et un copain de Don à pouvoir aussi pratiquer avec lui, lui montrer comment faire. Et lui, il pratiquait avec une seule main, comme c'était fait à l'époque d'Usui. Donc tout ça vient enrichir aussi. Qu'en fait, à une retraite avec Don, il va vous enseigner, il va vous parler de ça. C'est énorme quand il en parle, et vous êtes au Japon en ce moment-là. Et ce maître lui enseignait une pratique, comme une Qigong en fait, pour se relier à l'énergie du ciel, de la terre, et d'être dans l'énergie unifiée. Et on fait cette pratique aussi dans les retraites avec Don. On a des pratiques comme ça, il n'enseigne pas beaucoup de choses, de Qigong ou autre, mais juste cette pratique-là que Ono-san lui a enseigné. Je vais en terminer avec une dernière chose, parce que c'est intéressant hein, tout ça, mais évidemment, vous êtes là pour recevoir et apprendre plein de choses. Mais les pauses sont très importantes, il paraît, dans les formations, donc il faut respecter les temps des pauses. Mais je voudrais juste c'est mon développement, ma compréhension. Vous savez que dans certaines pratiques de MDR, enfin dans les pratiques de MDR, d'ailleurs c'est la base, on va faire des parties où on va stimuler les 2 hémisphères cérébraux pour intégrer une information traumatisante. Moi j'ai remarqué que quand on frotte comme ça, on est en train aussi d'activer les 2 hémisphères cérébraux. Imaginons qu'on le fasse plus longtemps, que juste 3 fois. MDR, c'est soit le praticien vous fait ça, soit c'est un son de l'oreille à gauche, soit vous fait faire, vous suivez avec les yeux comme ça, donc ça vous fait passer d'un hémisphère à l'autre, etc. On va juste faire une petite expérience, vous allez me dire si ça marche pour vous. Pensez à quelque chose, là, juste le fait d'y penser, ça vous chagrine un petit peu, une situation là que vous traversez,
ou un truc que vous avez vécu, ne prenez pas le méga trauma, mais un truc que vous avez vécu, juste le fait d'y penser, vous dites, oh, putain, là, vous avez une situation? Si vous n'en avez pas, je vous donne une des miennes. Hein. Tout le monde a une petite situation? Ouais? Ok, ben regardez ce que ça fait quand vous pensez à cette situation, hein, où il y a un sentiment qui est là, hein, ok? Et ben tout en étant connecté avec cette situation, le fait de la revoir mentalement, de ressentir ce que ça fait, ben, vous allez frotter comme ça de l'épaule à l'autre, et vous continuez sans vous arrêter. Vous le faites. Encore une, deux fois. Ok. Très bien. Maintenant, je vous demande de repenser à nouveau à la même situation. Et vous me dites, maintenant, quand vous y repensez, est-ce que c'est différent? Est-ce que... Comment c'est? Est-ce que ça a changé un petit peu? Est-ce que c'est plus léger? Oui, c'est plus léger ici. Ouais, ok. Ouais, c'est mieux. Je m'en fous en fait. Génial. Voilà. Ben, vous avez fait, si vous voulez, une intégration, pas une déprogrammation complète. L'événement, il est toujours là, mais dans le revécu sensoriel, il n'a plus le même impact. Hein, il n'a plus la même intensité. Donc ça, c'est une forme de EMDR Reiki, si vous voulez. Alors ça, c'est pareil, c'est pas le souhait, hein, ce que je partage avec vous, c'est du personnel, c'est de l'expérience directe. Hein. Si on fait le lien avec le Reiki et les neurosciences, on peut adapter des gestes comme ça, qui, pour moi, maintenant, avec cette relecture-là, prennent du sens. Moi j'utilise d'autres techniques pour les phobies, les peurs, les gens qui ont des phobies maladives, de prendre l'avion, les peurs d'araignée, peur du métro, peur, j'en sais rien. Parfois en une séance, c'est terminé à vie, ça ne reviendra plus jamais. J'utilise d'autres méthodes pour ça, la régulation sensorielle, Tipeee, etc. Mais ça, c'est super intéressant. Super intéressant. Et alors vous continuez, si vous sentez que sur une échelle de 1 à 10, vous étiez à 8, bon, maintenant vous êtes à 4 ou 5, c'est déjà mieux. Mais vous êtes quand même à 4 ou 5. Ok, remettez-vous dans la situation, repensez à ce que ça fait sensoriellement, le revivez, l'émotion, la sensation. Ok, vous refaites un parcours. Jusqu'à ce que vous estimez que le souvenir est là, mais il y a une dissociation émotionnelle. Ça n'a plus d'impact sur mon psychisme. Ok, je sais que je l'ai vécu, mais c'est comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Mais là, au moins, ça y est, vous êtes allé au bout de la pratique. Je m'en lave les mains, c'est fini, quoi. C'est nettoyé. Plus besoin de reparcourir le même. Vous avez créé de nouvelles autoroutes neuronales, ça ne repasse plus par les mêmes circuits qui, à chaque fois que vous pensez à la situation, c'est un torboyau, etc. Là, vous avez switché. L'autoroute, là, elle est fermée maintenant. On en a ouvert une autre voie d'accès, qui est bien plus agréable, bien plus rapide à suivre. C'est ok? Cool. Je suis ravi d'avoir passé ce premier temps de matinée avec vous. Je suis de bonne humeur. Je me sens plein de joie. Si c'est ok pour vous, on peut s'arrêter, puis faire une petite pause. Moi, j'ai juste une petite Une question. petite question. Ouais. C'est par rapport à la respiration de conscience du cœur. Ouais. Moi, j'avais appris une autre méditation justement dans le bouddhisme tibétain. Mais on inspire par le nez, tu sais, puis tu dois visualiser des canaux. Et après, ça fait comme ça, en fait, quand tu visualises, et après, ça remonte. Donc, avec la lumière aussi. Mais alors, du coup, quand tu connais diverses méditations, comment tu fais pour choisir laquelle Tu ne poses pas la question. Là, c'est l'histoire du mille pattes. Mille pattes, il a 1000 pattes, il marche très bien sans se poser de questions. Puis tu le vois, tu lui dis, attends, comment tu fais pour manger avec tes 1000 pattes? Moi, j'en ai que 2, je me prends les pieds dans les godasses et tout. Et le pauvre 1000 pattes, tu lui demandes, il ne s'est jamais posé la question. Le mec, il se pose la question, il n'arrive plus à marcher. 1000 pattes, t'imagines coordonner tout ça, quand tu commences à réfléchir, tu n'y arrives plus. Donc lâche l'affaire, tu ne poses pas la question. C'est quand tu te poses la question que ça devient compliqué. Fais ce qui vient, et c'est très bien, si tu es bien à l'aise avec cette méditation, c'est la même chose. Ça amène la même chose. C'est juste que la porte d'entrée est un petit peu différente. Le jour où tu auras envie de faire celle du Reiki, tu fais celle du Reiki. Ce n'est pas des pratiques qui s'opposent entre elles. L'autre jour, j'ai eu l'inspiration de faire la respiration lumière sur le rythme de la cohérence cardiaque.
savez, la cohérence cardiaque, c'est 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Il ne faut pas compter normalement, parce que ça, c'est mental. Mais tu peux t'habituer au départ, même à compter, pour après ne plus avoir à compter. Neurologiquement, tu as intégré le temps, le mouvement, ou tu peux éventuellement mettre la petite vidéo, tu vois, quand ça monte, la petite aiguille, la petite boule là, qui monte ou qui descend. Moi, j'avais même une application, ça faisait un... Donc tu sais à quel moment il faut inspirer, à quel moment il faut expirer. Donc ça paraît de faire entrer. Et après tu n'as plus besoin de Et ça c'est génial de mettre cette application, cette conjonction de respiration-lumière avec le rythme de la cohérence cardiaque. Ça fait une pierre de coups. Je suis pas en train de trahir le Reiki. C'est juste qu'à l'époque d'Usui, on n'est pas la recherche qui avait été faite, l'Institut Harmat n'existait pas aux États-Unis, hein, et on n'a pas parlé de cohérence cardiaque. Maintenant, Usui, lui, il n'a peut-être pas besoin de faire de la cohérence cardiaque. Il était une cohérence cardiaque à lui tout seul. Lui, il est arrivé quelque part, déjà tout le monde était en cohérence. Juste touche le pan de son kimono et t'étais guéri. Elle s'appelle comment cette appli? Parce que c'est vrai que c'est pas mal. Cohérence cardiaque. Ah, d'accord. Alors, selon ce que tu as, Android ou iPhone, tu as les programmes. Hein. Donc, tu télécharges, soit c'est le bzz, soit c'est la bip, soit c'est la petite aiguille, enfin le truc, la boule qui monte, qui descend. Je savais pas qu'il fallait pas compter en fait, je pensais qu'on était. Ben, compter, c'est mental. Donc tu n'es pas dans le ressenti énergétique. Tu utilises le mental pour maintenir un contrôle. Donc compter, c'est l'activité mentale. C'est bon peut-être au début, mais il ne faut plus compter après. Ok, petite pause rapide.